Bonjour Nicolas Sauge, Bonjour. bienvenue sur Techart Geek, c'est sympa de nous avoir reçus chez toi en live. Merci de vous intéresser à moi. Ah bah écoute, c'est plutôt un vrai plaisir. On voulait t'interviewer parce qu'on avait envie de parler avec toi du projet Néron Mhm, et on voulait en savoir plus, un petit peu de savoir qui tu étais, mhm. déjà dans un premier temps. Alors, moi, en fait, je suis dessinateur, autodidacte. J'ai fait des études d'anglais, mais j'ai appris le dessin en parallèle, voilà quoi, pour mes propres moyens. Et de fil en aiguille, moi j'habitais sur Dijon, de fil en aiguille, quand je me suis senti prêt, je suis monté sur Paris. Donc ça s'est fait en 2000. Et puis j'ai réussi à trouver du boulot grâce à un pote qui avait un listing des boîtes d'anime, de jeux vidéo, tout ça sur Paris, un gars des Gobelins qui m'a filé ça. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, ça a été des petits boulots par-ci, par-là. Il y a toujours eu cette envie de faire de la BD depuis vraiment longtemps, quoi. J'étais à mi-chemin entre mon goût pour l'anime et la BD. Et c'est vrai que du coup, je suis encore à mi-chemin entre les deux. Euh, et j'ai vu que dans l'anime, c'était difficile d'avoir des contenus, on va dire, garder leur identité au contenu, avoir vraiment des histoires très personnelles, très, très fortes, avec beaucoup de thématiques, arriver à fédérer une équipe autour, etc. Et j'ai essayé un petit peu d'entrer par la petite porte dans les boîtes d'anime, mais j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne me correspondaient pas par rapport à ça, qui bridaient un peu trop ce côté-là, ou qui fédéraient pas assez les gens ensemble, comme on peut le voir dans des boîtes comme Ghibli, par exemple, ou Pixar, où on sent qu'il y a un vrai groupe qui est soudé tous ensemble pour faire avancer une histoire. Ce que j'ai découvert, moi, dans les boîtes en anime, les quelques boîtes où j'ai bossé, c'était plus le côté on fait le boulot qu'on te demande, on remplit le cahier des charges, et puis après on rentre chez soi, et c'est juste un boulot, entre guillemets. Et moi, je sentais que j'étais pas sûr, on va dire, d'arriver à développer ce que je voulais au sein de cette logique-là, qui était quand même une logique intéressante, hein, enrichissante. Donc du coup, je me suis dit, bah, la BD c'est bien aussi parce que on peut justement travailler ce contenu, on peut construire tout en étant une seule ou deux personnes, s'il y a un scénariste avec soi. Et voilà, et je me disais, si ça marche, la BD, et si je trouve mon public, je serais plus crédible derrière, même éventuellement pour être réal de dessin animé, etc. Donc pour moi, il y a une passerelle entre les deux, et comme ce qui m'intéresse, c'est vraiment la qualité des histoires, moi je crois dans la BD ou dans l'anime comme support populaire, mais comme support exigeant pour raconter des histoires. Et, euh, et voilà, quoi. Donc après, ça a été un parcours présenter des dossiers régulièrement. Alors au début en solo, après j'ai travaillé avec quelques scénaristes avec lesquels on a monté des projets qui n'ont pas toujours, qui n'ont pas trouvé forcément leur éditeur. Surtout comme j'ai un style un peu hybride, un peu inspiré de l'anime en partie japonaise, mais pas que, et un peu hybride au niveau du traitement. C'est pas de la BD classique, on va dire, la BD à papa. Des fois, au niveau des éditeurs, c'était pas évident non plus de rentrer dans les cases, dans les catégories classiques. Et il y a eu la rencontre donc avec donc cet éditeur qui est Indies, justement qui était un peu en dehors des clivages habituels, qui était plutôt l'éditeur d'Indies était quelqu'un qui fonctionne à l'instinct, qui sent les gens, qui sent les projets. Si ça lui parlait, bah, il était partant pour faire les choses. Et donc on a eu donc le scénariste qui travaillait déjà avec Indies. Donc moi j'ai rencontré comme ça, il m'a contacté, il aimait bien ce que je faisais. Il m'a proposé de faire un premier projet qui a été accepté par Indies. Et dans le courant du développement du projet, un autre univers qui avait été développé par le scénariste, donc Jocelyn, commençait donc à se faire chez Indies. Et il y a eu l'idée de faire un univers un petit peu groupé autour de ça pour avoir justement plus de visibilité, plus d'intérêt et puis aussi plus de profondeur. Et il m'a proposé de faire une préquelle donc de cet univers qui est Samurai Wai, en se lançant donc dans un 3 tomes sur un des personnages de Samurai Wai qui s'appelle donc Néron, qui est un vieux forgeron. Et finalement, on s'est dit, bah, on a proposé à l'éditeur cette idée-là. Ah, il a dit, ouais, c'est intéressant. Donc finalement, on a laissé de côté notre projet qui avait été accepté par l'éditeur et on s'est lancé sur ce projet de préquelle. Et puis voilà, donc le truc s'est construit et puis ça s'est fait. Alors, avec une approche, alors je sais pas si vous avez lu aussi Samurai Wai, mais une approche plus réaliste, plus grand public, on va dire, c'est-à-dire avec vraiment une recherche de profondeur, un traitement un peu plus adulte, mais tout en restant, vu que l'univers commence avec des personnages jeunes, ça s'adressait aussi à des lecteurs plus jeunes. Donc c'est assez large le spectre, je pense, auquel ça s'adresse le bouquin, quoi. Bah, je pense Voilà un clairement peu. que
Tu as raison, l'accroche de base permet, même pour un préado, Ouais. d'accrocher et d'avoir plusieurs niveaux de lecture dans Mm. la BD. Maintenant, l'univers et donc le personnage de Néron, c'est quelque Oui. chose qui était déjà dans le travail de Jocelyn Azorin Lara, ou toi aussi tu as apporté ta patte pour le personnage de Néron? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà au niveau du design des personnages quelque chose qui avait été posé par Boki, donc le dessinateur de Samurai. Et moi, j'ai essayé de reprendre, évidemment, pour être dans une cohérence sur l'univers, les bases de construction des personnages, de l'univers. Et puis après, j'ai essayé vraiment de le travailler, encore une fois, en profondeur, en étant un petit peu plus réaliste, un peu plus peut-être construit sur les architectures, sur des choses comme ça, sur les identités. C'est-à-dire que dans Samurai, il y avait quelque chose qui se construisait beaucoup autour de la dynamique, quelque chose de très dynamique, très péchu, très coloré. Et donc c'était très vivant. Moi, j'ai voulu qu'il y ait de la vie, mais aussi qu'il y ait une sorte d'ancrage dans le réel un peu plus forte. Et du coup, voilà, j'ai travaillé ça comme ça. Et c'est vrai qu'au niveau des histoires, vu que moi-même, je suis un peu aussi écriveur, j'ai pas mal, on a pas mal discuté avec Jocelyn et on a fait évoluer l'histoire comme ça au fur et à mesure. Donc c'est vrai que c'est un peu notre bébé à nous deux, même sur l'histoire. C'est-à-dire il a posé l'univers, il a posé la direction générale de ce qui allait se passer, puis après moi je lui disais, moi je verrais plutôt ça comme ça. Il y a des trucs sur lesquels je l'ai convaincu, il y a des trucs sur lesquels il m'a convaincu, alors qu'on n'était pas toujours au début sur la même longueur d'onde. Et comme ça, de fil en aiguille, ça a évolué même en cours d'écriture. C'est-à-dire qu'il y avait des moments, on croyait qu'on savait où on allait, puis on se disait, tiens, ça serait intéressant d'aller un peu plus par là. Et du coup, on infléchissait un peu la direction globale du fil de l'histoire. Sachant que ce qui est intéressant dans ce récit, et moi c'est quelque chose que j'aime bien, on suit des personnages au fur et à mesure qu'ils grandissent. Alors dans le premier tome, même dans le premier tome, il y a plusieurs âges, entre guillemets, mais ça va être encore le plus le cas dans les tomes suivants. Et moi, c'est des choses que j'aime beaucoup, et c'est par exemple quelque chose que j'aime beaucoup chez un auteur qui s'appelle Kishimoto, donc l'auteur de Naruto. Et il y a justement ce choix qu'il a fait de raconter une histoire sur plusieurs générations pour montrer toute l'importance de la construction d'un individu sur le temps et l'influence de la communauté dans cette construction et de l'environnement, etc. etc. Alors, ça n'a pas la même ampleur qu'un Naruto, parce que c'est une œuvre assez énorme, quoi. Mais on a ça. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on découvre les persos comme quelque chose de plus riche, plus profond. En tout cas, dans le but. Après, je sais pas si on y arrive ou pas, mais voilà, on avait cette dimension supplémentaire et c'est agréable de travailler sur ces aspects-là, quoi. Alors, toute la BD a été faite à l'ordi, aussi bien le trait que la couleur dans Photoshop. Premier aspect. Ça fait quand même maintenant peut-être une dizaine d'années que je travaille à l'ordinateur, à la tablette. Donc c'est vrai que je commence à avoir une certaine fluidité dessus. Bon, c'est vrai que maintenant il y a les tablettes où on dessine directement sur la surface, mais bon, moi je travaille encore en transposition. Donc je travaille sur la tablette et je vois à l'écran ce qui se fait. Alors mon approche, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, moi je trouve que, tu vois, j'aime beaucoup, ce que je lis essentiellement maintenant, c'est beaucoup du manga, donc c'est en noir et blanc, mais j'aime beaucoup la couleur. C'est-à-dire, j'ai grandi avec les comics, j'ai découvert la BD européenne un peu comme tout le monde, quoi, et après j'ai découvert le manga, et au niveau des histoires, le manga est vraiment un support que j'aime beaucoup. Mais du coup, j'aime la couleur, c'est vrai qu'en franco-belge, j'en fais de la couleur, et comme je suis fan d'anime, forcément la couleur est quelque chose qui me plaît, quoi. Or, moi, ce que j'aime essayer d'arriver à obtenir en BD, c'est justement cette force justement de l'anime quand il y a des beaux décors, quand c'est bien fait, comme savent le faire Miyazaki, ou des gens aussi comme, par exemple, qui a fait Monster and Sturdy, Kawajiri, Kajao Kawajiri, il fait pareil, des animés monstrueux, quoi. Et j'aime bien aller vers cette démarche-là, où vraiment, en fait, on ouvre le bouquin et on rentre dans un univers, on est emporté dans le truc. Donc cette recherche de peinture, elle va de pair avec cette recherche de profondeur, de crédibilité de l'univers qui est derrière, justement de faire rendre l'univers crédible et de plonger dedans, quoi. Donc à partir de là, une fois que ça s'est posé, ben, c'est à force de travailler, de faire des essais, voilà, ce côté un peu illustratif, mais tout en faisant attention à pas devenir trop figé, comme ça peut être le cas des fois dans les BD un peu peintes. Donc j'essaie de trouver le bon équilibre là-dessus, et c'est quelque chose, et on doit le sentir un peu dans Néron aussi, c'est quelque chose qui est encore en construction, en évolution. C'est pas tout à fait arrêté. Il y a des recherches, des fois on sent que ça part un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Mais bon, j'essaie aussi de garder une cohérence, et voilà, je cherche encore ma patte là-dessus, page après page, on va dire, quoi. Alors Euh, moi j'ai juste
tout petit reproche, mais qui n'est Vas-y, pas vraiment un vas-y. reproche sur Néron, c'est qu'en fait, certaines planches mériteraient un plus grand format, tellement elles sont détaillées, tellement il y a de la vie. Je pense à la place qu'on voit un Ouais. moment sur Mhm. la place de la ville ou du village, Ouais. comment l'appeler. Ouais. On voit ces petits détails, on voit ces persos Mhm. qui vivent à l'intérieur de la chose et on te sent presque frustré par la page. Ah. Je me trompe ou pas? C'est une bonne question. Frustré, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Ce qui est sûr, il y a deux choses. Déjà, le format, l'un des inconvénients du format franco-belge, de manière générale, même s'il y a des choses qui évoluent là-dessus, c'est le nombre de pages. On est plutôt limité par le nombre de pages. Donc, pour faire une histoire dense, c'est-à-dire on peut faire plus de pages, mais les éditeurs, ils essayent de plus en plus d'aller vers des formats pas trop gros pour les vendre pas trop cher, pour qu'ils soient plus accessibles. Et du coup, il faut arriver à faire tenir une histoire dans ce nombre de pages. Et en plus, sur donc Néron, je travaille avec un scénariste, donc Jocelyn Azorin Lara, qui aime mettre des histoires denses. Donc là-dessus, on se retrouve parce qu'on aime mettre du contenu. Par contre, le faire tenir dans un 46 pages classique, c'est chaud. Donc là où je rejoindrai ta remarque, c'est vrai qu'il a fallu des fois se casser la tête pour arriver à faire tenir ces envies-là, graphiques, ces envies visuelles d'immersion, avec un format, avec un nombre de pages. Et donc il a vraiment fallu bosser sur les ellipses, vraiment trouver des solutions pour arriver à faire tenir tout ce contenu dans un nombre de pages limité. Donc c'est vrai que moi, d'une certaine manière, de plus en plus, et je pense que je vais essayer de voir ça avec les éditeurs, ce ne sera pas le cas sur ma prochaine BD encore parce que le format est trop une contrainte et je suis au début, donc c'est dur de poser ces conditions là-dessus. Mais je pense que je vais essayer de plus en plus d'aller vers un nombre de pages plus grand pour justement pouvoir prendre ce plaisir d'un travail très large. Entre autres, il y a le travail d'un gars que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui m'a vraiment bluffé. Je l'ai sous la main, donc je le montre du coup. Il s'appelle Yaxin the Faune. Je sais pas si tu connais. Par, Personnellement, non, mais on va s'y intéresser, oui. un mec qui s'appelle Man Arenas. Alors j'essaie de me mettre, je sais pas si on verra grand-chose. On mettra des plans de coupe. À la limite, Ouais, ouais. mais Et, Hmm. enfin voilà, enfin le gars, ce qui est fort, je trouve, c'est le gars un peu aussi chez Thierry Robin dans ses illustrations, je sais pas si tu connais. Et il y a une sorte de liberté dans la page et de pur plaisir du dessin, je dirais. C'est-à-dire que le trait est léger, il est aérien. Bon, je pense que lui, il travaille sur papier. Mais j'essaye moi aussi de pas concentre pas trop l'ordi. C'est un peu une recherche que j'ai. J'y aboutis peut-être plus ou moins bien. Mais donc il y a une sorte d'espace. Il prend de l'espace dans la page. Alors du coup, il met moins de contenu. Donc c'est dur de trouver le compromis entre les deux. C'est un vrai défi. Mais j'aime cette approche-là. Et c'est vers ça que j'aimerais de plus en plus m'orienter. C'est-à-dire que l'espace de la page soit un vrai espace où d'un seul coup, tu rentres dedans et t'es dedans, quoi. Et je ferai un parallèle là-dessus avec un autre support artistique que moi j'aime beaucoup, que je pratique un petit peu mais pas au même niveau, qu'est la musique. Et pour moi, quand une musique elle est bien faite, t'es pas devant la musique, t'es dans la musique. Et la musique définit vraiment un espace. Et c'est ça que j'aimerais arriver à faire. C'est-à-dire que, donc voilà, c'est là-dessus que je bosse, quoi. Travailler cette profondeur et cette immersion qui fait que voilà, on est dans un espace qui se crée comme ça, puis quand tu refermes, bah, l'espace il se referme et tu peux y rentrer comme tu veux, quoi. Un peu comme dans un jeu vidéo bien fait aussi, les bons jeux indés, moi j'aime bien ça aussi, ce côté-là. Tu rentres dedans et t'es ailleurs, quoi. Alors que t'es quand même chez toi, t'es assis sur une chaise ou quelque chose, mais d'un seul coup t'es ailleurs. Je trouve que c'est presque un portail dimensionnel, quoi. C'est ça qui est marrant, quoi. Alors, moi, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir aussi sur Néron. Il y a un Ouais, truc qui est quand même assez culotté. À tu chaque vois. début de chapitre, vous avez ce strip entre Ah, toi et Jocelyn. ouais, Mais, alors, au-delà de la blagounette entre ouais, un ouais, auteur et son dessinateur, ça passe super bien. Ça, ouais, ouais, c'est vrai. ça décrédibilise absolument pas le Le récit. bouquin, Mm, clairement. Et mm. je trouve que ça donne un côté. On a presque envie de retrouver aussi le strip à Ouais, à ouais, chaque fin de paragraphe. Et ça fait mm. plaisir. On sent vraiment qu'il y a une entente entre vous qui est top. Et ça, c'est vraiment sympa. Bah, en fait, le principe a été posé par Joss. Ils avaient fait ça donc dans Samurai. Donc, on a repris la formule. Moi aussi, au début, je me suis dit, mais est-ce que ça va pas faire une coupure justement dans la continuité de l'histoire? Parce que justement, pour moi, c'est important. Et puis, j'ai lu justement Samurai et je me suis dit, non, ça marche. C'est comme une coupure pub, en fait. Joss, il croit beaucoup dans le principe du feuilleton. Maintenant, on est habitué à ces formats-là, la télé, les séries, etc. Et cette interruption, bah, elle crée un rythme. Et quelque part, je dirais même dans un bon film, même si tu as un ton général qui peut être grave, avoir un petit moment
de décaler, ça crée aussi une rythmique. Un film que j'aime beaucoup, par exemple, où on sent bien ça, c'est Les Évadés, Shawshank Redemption, adapté d'un bouquin de Stephen King. Et tu passes voilà, d'un moment grave à un moment plus humoristique facilement. Dans Les Lignes Vertes aussi, il y avait ça aussi. Je crois d'ailleurs que c'est encore de Stephen King. Il est bon pour ça, King, quoi. Il sait faire. Et il sait faire, quoi. C'est clair. Et donc voilà quoi, c'est vrai que ce petit moment-là, voilà, on s'est dit on va se marrer. Et là-dessus, là-dessus j'ai eu la main pour les idées des histoires. Cette fois, c'est moi qui ai pu poser ces petites situations. Des fois même en prenant des risques. Par exemple, le premier strip, le trip un peu mégalo. Bon, quand je l'ai fait, je me suis dit bon, est-ce que les gens vont croire que je me prends au sérieux ou quoi? Je me suis dit oh, allez, rien à foutre, on va au bout du truc, on se fait un délire quoi, on se tape un délire. Il y a un côté très rubrique à braque, hein. Moi, clairement, Ouais, j'ai vu du Gottlieb, quoi. Ça m'a fait marrer. ouais. Le mec qui se met en scène, j'ai trouvé ça très drôle, quoi. C'est vraiment bon. Sans se prendre au sérieux, c'est drôle. Ouais, Voilà. c'est ça, quoi. C'est le goût du délire. Et moi, tu vois, j'aime un autre auteur pour moi qui est gigantesque, c'est Toriyama, quoi. Et chez Toriyama, il y a ce côté aussi, tout peut arriver, quoi. Ce Mm. côté fou. À la fois, tu es dans un univers qui est cohérent et en même temps, tu as des personnages tellement bizarres et tellement assumés. Et ça, tu le retrouves aussi d'ailleurs dans One Piece, qui est vraiment l'héritier direct, Oda, de Toriyama. Tu as ce côté, tout peut arriver, mais c'est cohérent. Euh, la folie partout, la diversité de personnalités, etc., elle est cohérente. On n'est pas obligé de lister des persos. On peut se taper un délire et que ça fonctionne. Dès lors qu'on y met le cœur, on y met voilà, on y est, quoi. Donc voilà, on a essayé de faire ça. Et bon, si ça plaît, c'est cool. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup du temps que tu as pris pour cette interview. On attend la suite et ton autre projet, enfin, et votre autre projet Ouais, avec Jocelyn avec hâte. Et n'hésite pas à venir nous en parler sur les pages de Tech Art Geek. On sera ravis ça roule. d'en parler avec toi. Et grand merci pour cette interview et de ta passion pour ton métier. Ça fait vraiment plaisir. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Ouais, Nicolas. merci de Merci, m'avoir à bientôt. et à bientôt, ouais. À Au revoir. bientôt. Au revoir.